Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie du cours sur le système lymphatique. La rate correspond à l'organe le plus volumineux des organes lymphoïdes. Elle est située au niveau de la région correspondant à l'hypocondre gauche, dans la cavité abdominale, et elle a une position thoraco-abdominale. Sa couleur est pourpre et sa taille peut être variable. La taille de la rate est d'environ 12 par 7 par 4 cm pour un poids d'environ 200 g. Elle est entourée d'une capsule fibroélastique envoyant des prolongements conjonctifs vers l'intérieur de l'organe et délimitant des compartiments qui sont remplis de cellules. Ces cellules sont des lymphocytes et des macrophages. Ces cellules forment ce que l'on appelle la pulpe splénique. La pulpe rouge est constituée principalement de gros vaisseaux sanguins à parois minces, formant les sinus spléniques, riches en érythrocytes. Entre ces sinus sont présents les cordons de Billroth, riches en cellules réticulaires constituant un réseau englobant des macrophages, des lymphocytes, ainsi que des érythrocytes extravasés. Au sein de cette pulpe rouge sont réparties des zones plus claires et petites et formant la pulpe blanche constituée de lymphocytes et macrophages entourant les vaisseaux sanguins. Au niveau du hile de la rate sont présents différentes structures entrantes et sortantes. Tout d'abord l'artère splénique correspondant à une branche de l'artère cœliaque, la veine splénique qui se jette dans la veine porte, des vaisseaux lymphatiques seulement, efférents et des fibres nerveuses. La rate est le seul organe lymphoïde situé sur le trajet de la circulation sanguine. Vous pouvez y distinguer deux gros vaisseaux, l'un entrant qui correspond à l'artère splénique et qui apporte du sang oxygéné à la rate, et le deuxième gros vaisseau qui en sort et qui correspond à la veine splénique et qui va contenir plutôt du sang désoxygéné dans la mesure où la rate aura effectivement utilisé une partie de l'oxygène apporté par l'artère splénique. La rate possède une face rénale qui est orientée côté rein et une face gastrique qui va être orientée du côté de l'estomac. La zone qui est renflée vers l'intérieur de l'organe s'appelle le hile splénique et c'est au niveau de cette zone que rentre l'artère splénique et sort la veine splénique. La rate comprend 80% de son volume en pulpe rouge et 20% de son volume en pulpe blanche. La pulpe rouge, comme je vous l'ai décrit précédemment, correspond essentiellement à de gros vaisseaux à parois fines. La pulpe blanche, quant à elle, possède un follicule primaire qui contient un centre germinatif constitué de lymphoblastes et d'une zone marginale faite de lymphocytes. Vous pouvez distinguer également un manchon lymphoïde périartériel. Donc ce sont des cellules qui sont localisées sur tout le pourtour des vaisseaux, donc des artères qui irradient à l'intérieur de la rate. La rate possède différents rôles. Tout d'abord, un rôle de phagocytose. Elle participe à la destruction des érythrocytes anormaux ou vieux, libérant ainsi du fer et de la bilirubine. Mais également, elle participe à la destruction des leucocytes, des plaquettes ou des microbes. Elle a la particularité de ne pas posséder d'afférent lymphatique. Son deuxième rôle est un rôle de stockage du sang.
jusqu'à 350 ml peuvent être libérés par stimulation sympathique suite à une hémorragie, par exemple. Elle participe également à l'érythropoïèse. La rate peut remplir cette fonction en cas de besoin important, mais elle est très active chez le fœtus. Et enfin, un rôle dans la réponse immunitaire, essentiellement prolifération des lymphocytes T et B, activés par des antigènes dans le cas d'infection. Cette prolifération peut être très importante dans le cas d'une infection sérieuse et peut faire augmenter la taille de la rate, ce que l'on appelle une splénomégalie. Vous pouvez distinguer ici une rate normale et ici à droite une rate qui a à peu près triplé de volume et qui caractérise l'état de splénomégalie. Le thymus est un autre organe très important qui intervient également dans l'immunité. Il est situé à la racine du cou. Le poids du thymus à la naissance est d'environ de 10 à 15 grammes. Il grossit jusqu'à la puberté pour atteindre 30 à 40 grammes, puis il s'atrophie par la suite pour retrouver son poids de naissance. Le thymus est constitué de 2 lobes reliés par du tissu aréolaire et entouré d'une capsule fibreuse qui envoie des prolongements à l'intérieur de la glande, délimitant ainsi des compartiments ou lobules. Chaque lobule comprend un réseau irrégulier de cellules réticulaires entre lesquelles sont présents des lymphocytes T, des cellules dendritiques, des cellules épithéliales et des macrophagocytes dispersés. Les lymphocytes T immatures migrent de la moelle osseuse rouge vers le thymus où ils prolifèrent et poursuivent leur maturation. Le MALT est situé au niveau du tractus gastro-intestinal, respiratoire et urogénital. Il a un rôle dans la protection et la détection précoce des microbes. Les plaques de Peyer correspondent à des follicules lymphoïdes qui sont disséminés au sein de l'intestin, au niveau de la muqueuse, juste en dessous de l'épithélium. Vous pouvez distinguer ici un amas de cellules immunitaires au niveau duquel vous retrouverez des lymphocytes B, des lymphocytes T, des macrophages, des cellules dendritiques. Et ces plaques de Peyer participent à la protection de l'organisme en réalisant une destruction d'antigènes, notamment également en faisant un tri des antigènes présents dans la lumière intestinale et en présentant ces antigènes à des cellules immunitaires qui vont permettre de mettre en place une réponse immunitaire spécifique et ciblée. Sur ce schéma, vous distinguez un segment d'intestin et de côlon au niveau desquels sont représentées différentes structures et cellules participant à l'immunité. Au niveau de l'intestin, vous reconnaissez les villosités qui sont bordées par un épithélium monocouche. Cet épithélium, au niveau intestinal, est constitué d'entérocytes et entre ces entérocytes s'intercalent des cellules à mucus. Ces cellules synthétisent le mucus qui va former une barrière physique à la surface de l'épithélium. Au niveau du côlon, ce mucus est également présent, il va également jouer un rôle de barrière physique. Au niveau du côlon sont présents des bactéries qui constituent le microbiote intestinal ou microflore. Les cellules épithéliales du côlon s'appellent des colonocytes et sont présents également intercalés entre les colonocytes des cellules à mucus. Une caractéristique de l'épithélium localisé au-dessus de la plaque de Peyer est la présence de cellules particulières que l'on appelle les cellules M. Ces cellules M sont dépourvues de bordure en brosse, comme le sont les cellules épithéliales, les entérocytes. Donc les cellules M sont dépourvues de bordure en brosse et elles possèdent surtout
une phase basale au niveau de laquelle peuvent s'intercaler des cellules immunitaires. Vous êtes en mesure de trouver des lymphocytes, des cellules dendritiques qui vont jouer un rôle de cellules présentatrices d'antigènes. La cellule M, quant à elle, va exercer un rôle de tri des antigènes. Elle va donc capter et trier des antigènes présents dans la lumière intestinale. La plaque de Peyer correspond à un groupement sous la forme de follicules de lymphocytes B et T, mais également de macrophages. Ces lymphocytes B et T peuvent avoir été sensibilisés à un ou des antigènes spécifiques au niveau intestinal. Certaines cellules vont pouvoir disséminer dans l'organisme après avoir été sensibilisées au niveau intestinal. C'est ce qu'on appelle l'immunité muqueuse. À partir du moment où ces cellules ont été sensibilisées au niveau intestinal, cette immunité va pouvoir se disséminer en immunité systémique par le biais de la lymphe et ensuite par le biais de la circulation sanguine. Les cellules sensibilisées par le biais de la circulation sanguine vont pouvoir disséminer vers différents endroits stratégiques de l'organisme et aller sensibiliser des cellules à d'autres endroits que le système digestif. Et dans un deuxième temps, elles pourront revenir vers le système digestif et se relocaliser au niveau digestif après avoir sensibilisé d'autres cellules ailleurs dans l'organisme. C'est ce que l'on appelle le cycle entéro-entérique des cellules immunitaires. Vous reconnaissez sur ce schéma les villosités intestinales symbolisées par un épithélium monocouche constitué d'entérocytes et entre lesquels s'intercalent des cellules immunitaires avec un ratio à peu près de 9:1, c'est-à-dire 9 entérocytes pour une cellule à mucus. L'immunité est très développée au niveau intestinal. Vous pouvez distinguer des lymphocytes intraépithéliaux, c'est-à-dire des lymphocytes qui se localisent au niveau de l'épithélium et qui peuvent s'intercaler entre les cellules épithéliales. D'autres cellules immunitaires, telles que des lymphocytes également, ou des cellules dendritiques, vont se localiser au niveau de la lamina propria ou chorion. Un réseau lymphatique est également très développé au niveau intestinal, puisque entre les villosités ou au niveau des villosités sont présents également des vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux lymphatiques sont en rapport également avec des organes immunitaires tels que les plaques de Peyer. Les plaques de Peyer sont bordées par un épithélium comprenant des cellules M, ces fameuses cellules de tri des antigènes. Les lymphocytes B et T qui sont sensibilisés au niveau de la plaque de Peyer vont avoir possibilité de gagner des nodules lymphatiques mésentériques au niveau desquels ils seront capables de sensibiliser d'autres cellules immunitaires. Vous pouvez distinguer également sur ce schéma des plaques cryptiques qui correspondent à des amas de cellules immunitaires, mais également des follicules lymphoïdes isolés qui comprennent eux aussi différents types de cellules immunitaires.